Bien bonjour, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait littéralement des mois et des mois que je veux vous parler de ce sujet et aujourd'hui je m'assois enfin pour vous filmer ça et pour vous parler de ce que vous avez déjà vu dans le titre, c'est-à-dire d'Ebola. On est aujourd'hui dans une période où le virus clairement nous entoure, où on en parle peut-être un petit peu trop à mon avis, parce qu'on en a tous marre d'un certain virus en particulier. Et d'ailleurs je vous promets que dans cette vidéo je ne prononcerai pas le nom du virus qui nous saoule depuis un petit peu trop longtemps maintenant, et donc je vous invite bien évidemment à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous voyez que je tiens parole et que je n'en parle pas. Si j'ai décidé de vous faire cette vidéo, c'est que justement on vit dans une époque où on parle énormément de virus, mais on se focus du coup sur un seul virus, parce que des virus il y en a des milliers, il n'y en a pas que un qui est dangereux, et il n'y en a pas que un sur lequel on doit se focaliser et sur lequel on doit parler tout le temps. Bien au contraire, et vous allez, j'espère, comprendre pourquoi. En plus de ça, il y a quelques jours, je vous ai justement posé des questions sur Instagram sur Ebola, donc je me suis pas trop embêtée par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai tapé Ebola sur Google, j'ai vu les questions en fait que Google répondait par défaut, et j'ai juste en fait posé les mêmes questions. Et j'ai été très surprise parce qu'il y avait des réponses où quasiment la majorité d'entre vous avaient la bonne réponse, et il y a d'autres sujets sur lesquels en fait c'était pas clair, et je me suis dit qu'il y avait vraiment un intérêt à venir parler de ce virus là. J'en profite pour faire une petite parenthèse, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là où justement à chaque fois je parle pour toutes les vidéos, vous pouvez participer et vous êtes au courant de tout. Donc commençons à parler virus. Il faut savoir que Ebola c'est le nom qu'on a donné de manière générale à en fait un genre de virus. Ebola fait partie de la famille Filoviridae, rien que ça. Dans cette famille, il va y avoir plusieurs genres, et donc c'est là où on arrive au genre d'Ebola virus, et c'est là que le mot Ebola apparaît. Mais dans ce genre, il y a ensuite ce qu'on appelle les espèces, et celui qu'on a entendu le plus parler, c'est en fait le virus Zaïre, et non pas le virus Ebola, c'est Zaïre son nom, pour la simple et bonne raison qu'il est apparu dans la région du Zaïre, et aujourd'hui cette région, ça correspond à la République démocratique du Congo. Faut savoir que les épidémies du virus Ebola se concentrent principalement au niveau du centre de l'Afrique, mais elles bougent un petit peu et elles s'éparpillent un petit peu. Et nous avons entendu parler du virus qu'à partir d'environ 2013-2016, ça doit vous rappeler des souvenirs. On en a entendu énormément parler, les aéroports ont été presque bloqués, on prenait la température à tous ceux qui revenaient justement des zones où il y avait la propagation de ce virus. Sauf que, ça ne date pas du tout de 2013, ce virus. On le connaît depuis 1976 et depuis cette année-là, il a provoqué plus de 29 épidémies. Alors vous allez me demander pourquoi ça fait dans ce cas que environ 9 ans qu'on en a entendu parler, parce que finalement ça fait pas que 9 ans qu'on sait très bien qu'il existe, qu'on sait très bien sa dangerosité, et nous on n'était pas au courant qu'il y avait ce petit virus qui se baladait comme ça dans un continent pas si loin du nôtre. Eh bien il faut savoir que pour la communauté scientifique, je cite, ce virus n'était pas considéré comme problématique et dangereux pour la santé publique, en tout cas en ce qui concerne les Européens et les pays développés. Surtout qu'ils considèrent que c'est un virus qui est tellement dangereux, qui est tellement violent que en fait il va faire son travail tout seul et l'épidémie va s'arrêter toute seule. Je vous explique pourquoi. Il faut savoir que c'est un virus extrêmement mortel, extrêmement virulent, ça c'est un mot que vous comprenez parce qu'on en entend beaucoup parler. Et justement la particularité de ce virus, c'est qu'il apparaissait dans un village relativement isolé du continent africain, et étant donné que la communication n'est pas du tout la même qu'ici, et bien ce virus littéralement éradiquait le village dans lequel il apparaissait, sauf que les gens n'avaient pas le temps d'aller en contact avec d'autres personnes, et donc le virus mourait par lui-même. Donc étant donné que le problème s'arrêtait par lui-même, il n'y a pas eu de recherches qui ont été faites. Jusqu'en 2013 où, oh mince, c'est plus dans un village isolé que ce virus a été retrouvé, mais bien dans une grande ville où là justement il y avait du monde, il y avait de la propagation, et surtout les gens pouvaient monter dans l'avion pour aller ailleurs dans le monde. Et ça, ah mince, le problème arrive chez nous. Et d'ailleurs ça, c'est très flagrant puisque on peut le voir sur un site qu'on appelle PubMed. C'est un site où littéralement tous les articles scientifiques du monde entier sont recensés, et on peut très bien voir que jusqu'à 2013 il n'y avait littéralement quasiment aucune recherche de fait. On était à même pas une centaine d'articles publiés par an, c'est vraiment ridicule. Et puis arrivé en 2013, on est arrivé à plus d'1 millier d'articles par an parce que le problème a commencé à nous inquiéter. Mais pourquoi c'est si inquiétant que ça? Parce que là le virus il commençait à pouvoir se transmettre énormément. Et bien c'est par ce qu'on appelle les fluides corporels. Alors en fait ça tient très bien leur nom puisqu'il s'agit
s'agit de littéralement tous les fluides du corps, la sueur, le sang, la lymphe et on peut aller même jusqu'au sperme. Il faut savoir que des études ont démontré qu'on pouvait retrouver chez les personnes qui avaient survécu au virus, donc déjà elles sont pas très nombreuses, mais pour ces personnes-là, elles sont porteuses du virus dans leur sperme et ça pendant 1 an. Donc là la communauté scientifique recommande l'abstinence pour ne pas transmettre le virus. Et une autre particularité de cette transmission par les fluides, c'est que une fois que la personne est décédée, elle peut tout autant transmettre le virus. C'est-à-dire que si vous êtes en contact avec le sang d'une personne décédée par Ebola virus, eh bien vous pouvez vous-même vous contaminer rien qu'en faisant par exemple le nettoyage du corps. Et c'est ça aussi qui a posé énormément de problèmes dans ces épidémies-là. C'est justement le mode de transmission qui est très particulier. En plus de ça, il suffit d'enterrer une personne qui était malade d'Ebola virus simplement dans de la terre pour qu'ensuite ça parte dans les eaux. Et là c'est pareil, la contamination peut continuer. La question qu'on peut se poser aussi, c'est d'où vient ce virus? Parce que ouais, ok, il peut se transmettre entre les hommes directement, mais à la base, il vient d'où? Eh bien même là aujourd'hui encore, on n'est pas sûr. On sait que sûrement la transmission a été faite d'animaux à hommes. À l'heure actuelle encore, on ne sait pas si un animal qui est malade du virus peut venir justement recontaminer les hommes et donc du coup on repart pour une épidémie. On ne sait toujours pas et d'ailleurs on ne sait toujours pas non plus quel animal est responsable nous a transmis directement le virus. Par exemple pour le VIH, on sait que c'est un virus qui vient des singes, qui a muté et qui a du coup développé une affinité pour nous les hommes. Pour Ebola, on ne sait pas. On a beaucoup entendu parler de la chauve-souris parce qu'on l'a retrouvée et elle est porteur saine de ce virus, mais est-ce que c'est le premier animal qui a été porteur de ce virus ou est-ce qu'elle-même a été contaminée par un autre animal? On ne sait pas. La question qu'on peut se poser aussi, c'est dans ce cas, qu'est-ce que fait ce virus pour nous faire aussi peur, pour être aussi considéré comme légèrement le virus le plus dangereux au monde? Et donc là, je vais partir dans la partie la plus glauque, on va dire, de cette histoire. C'est qu'est-ce que fait le virus? Faut savoir qu'on appelle ça une fièvre hémorragique. Donc dans un premier temps, on va être dans un état fébrile. On va avoir de la fièvre, on va avoir des courbatures, on peut avoir des vomissements, des diarrhées, des nausées, etc. Ça, ce sont les premiers signes. Vient alors les deuxièmes signes qui est considéré comme l'état général, c'est-à-dire qu'on va avoir un dysfonctionnement des organes multiples. Autrement dit, tous vos organes se font bouffer par le virus. Et c'est comme ça qu'on arrive à la définition de la fièvre hémorragique. On a l'état fébrile où on n'est pas bien, on a de la fièvre parce que notre corps essaye de se défendre, et on a l'état où nos organes sont littéralement en train de se faire détruire par le virus. Donc il y a des saignements, ça peut être soit au niveau de la bouche, au niveau du nez, mais aussi intérieurement, hémorragie interne, qui peut entraîner dans la majorité des cas le décès de la personne. Et puis si jamais vous faites partie des plus chanceux à avoir survécu à la maladie en elle-même, et bien chez 81% des survivants, vous avez ce qu'on appelle des arthralgies, c'est-à-dire des problèmes au niveau articulation, c'est-à-dire que ce virus est juste horrible. En plus du fait qu'il est extrêmement horrible pour l'organisme, le gros problème aussi c'est que nous n'avons absolument aucun traitement. En tout cas en 2013, quand l'épidémie a fait plus de 11 000 décès qui correspond à littéralement 44% des gens infectés, et il n'y avait pas grand chose à faire. On pouvait traiter les symptômes, c'est-à-dire mettre des antiémétiques pour empêcher la personne de vomir, mettre des antidiarrhétiques, essayer de faire tomber la fièvre. Si la personne n'arrivait plus à s'oxygéner, essayer de lui fournir de l'oxygène. Et en dernier recours, on fait ce qu'on appelle de la dialyse, c'est-à-dire qu'on va essayer de purifier le sang et aider juste l'organisme à ne pas céder. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. On peut aussi faire de la quarantaine parce qu'il faut savoir que c'est un virus qui a une période d'incubation de 2 à 21 jours. Donc quand on est cas contact, on met en quarantaine. Si on est malade, on met en quarantaine. On essaye d'isoler le tout et c'est tout. Mais donc à partir de 2013, et bien là les scientifiques, comme je vous l'ai dit, se sont un petit peu inquiétés quand même sur la question. Il y a 3 catégories de médicaments qui ont été principalement recherchés. Tout d'abord, premier, vous vous en doutez, c'est le vaccin. Ensuite, ça sera les anticorps monoclonaux et puis il y a aussi quelques antiviraux qui ont été essayés mais c'est pas non plus une efficacité énorme. Les anticorps monoclonaux, c'est une grande catégorie de médicaments qui est extrêmement en développement à l'heure actuelle. C'est un petit peu l'avenir des médicaments, l'avenir de beaucoup de pathologies. Ce médicament sert si jamais le virus est en nous, qu'on est malade du virus, pour nous aider à guérir, même si c'est pas non plus incroyable le pourcentage de réussite quand on met ces médicaments là. La chose par contre
contre qui a vraiment fait ses preuves et qui a quand même vachement bien marché, bah c'est le vaccin. Sauf que là encore, les scientifiques ont fait face à un énorme problème qui est vraiment dû au virus et à ses caractéristiques. Comme je vous l'ai dit, le virus a la particularité de se propager extrêmement vite par ses propriétés de transmission. Et bien il faut savoir que c'est ça qui a posé le plus gros problème pour la stratégie de vaccination. Pour vous donner un exemple, le virus dont on ne prononcera pas le nom dans cette vidéo a un R0 inférieur à 3. C'est quoi le R0? C'est la probabilité qu'une personne malade infectée par un virus transmette ce virus à d'autres personnes. Donc le Covid qui est aux alentours de 3, c'est pas des chiffres exacts mais c'est pour vraiment donner une image, peut contaminer 3 personnes. Le virus Ebola, lui, peut aller de 3 personnes à 20 personnes. Donc une personne malade peut aller contaminer jusqu'à 20 personnes. Et ces 20 personnes peuvent ensuite aller contaminer d'autres personnes. C'est vraiment immense. Et il faut savoir que la stratégie vaccinale se fait en calculant justement le R0. En fonction du résultat de ce R0, on voit le pourcentage qu'on doit vacciner de population pour que le vaccin soit efficace. Parce que si jamais il n'y a que 5% de personnes qui est vaccinées, vaccin ou pas, ça n'arrêtera jamais l'épidémie et c'est bien tout le principe d'un vaccin. Donc, pour que le vaccin fonctionne, avec tous les calculs que les scientifiques ont fait, etc., et avec ce R0, avec l'efficacité aussi du vaccin, eh bien il faudrait vacciner 100% de la population pour que le vaccin soit efficace et que l'épidémie arrête de se propager. Autant vous dire que 100% c'est juste impossible. Quand bien même tout le monde accepterait de se faire vacciner, eh bien il y a toutes celles qui ne peuvent pas. On a les personnes immunodéprimées, on a les enfants, on a les personnes qui ont le cancer ou d'autres maladies chroniques qui ne sont pas compatibles avec l'administration d'un vaccin. Donc autant vous dire que les 100%, les scientifiques se sont rendus compte que c'était rapidement impossible de faire ça, mais qu'il fallait quand même faire quelque chose parce que on a quand même un vaccin qui marche et qui peut être utilisé pour sauver des personnes. Donc ils ont mis en place une nouvelle stratégie de vaccination. Cette stratégie, ça s'appelle la vaccination en anneau. Donc en fait, comme son nom l'indique, on va avoir une personne qui est contaminée. On va venir vacciner l'ensemble de ses cas contacts à cette personne et l'ensemble des cas contacts des cas contacts. Donc ça fait 2 anneaux. Parce que si vous vous faites vacciner alors que vous avez été en contact du virus, vous avez environ 15 jours avant que le virus pénètre vraiment dans vos cellules et là que ce soit vraiment plus possible de faire quoi que ce soit. Donc, vous pouvez ne pas contracter le virus même si vous avez été en contact avec celui-ci une fois vacciné. Sauf que comme je vous l'ai dit, il n'y a que 2 semaines pour venir récupérer tous les cas contacts des cas contacts. Sachant qu'en ville, va trouver les gens avec qui tu as été en contact. En plus de ça, c'est en Afrique, donc c'est des populations qui sont relativement très nomades. Donc pareil, on ne peut pas retrouver forcément tous les cas contacts. Et il y a tout le contexte socio-culturel qui fait que c'est extrêmement compliqué. Donc la stratégie, ça va être de venir vacciner le maximum de cas contacts, mais ils savent très bien qu'on ne peut pas tout vacciner, c'est juste impossible. Donc le vaccin en lui-même n'a pas réussi à arrêter l'épidémie parce que les chiffres ne fonctionnent pas. Par contre, le vaccin réussit à sauver dans la grande majorité les personnes qui sont en contact avec le virus quand elles sont trouvées. Et rien que ça, c'est déjà énorme parce que même si on n'arrête pas l'épidémie, donc le problème est résolu à moitié, eh bien on peut quand même enfin réussir à sauver des personnes. Pour finir cette vidéo, je voulais vous parler d'un autre point extrêmement important pour que vous voyez la complexité d'une épidémie et de la gestion d'une épidémie telle Ebola virus, parce que justement c'est pas qu'une question de les scientifiques n'ont pas trouvé de remède. Il faut savoir que le virus est extrêmement mortel et dangereux pour les femmes, notamment les femmes enceintes. 2 chiffres. Quand on est enceinte et qu'on a Ebola virus, nous avons 90% de risque de mourir du virus et 100% de risque de venir perdre le bébé si on est contaminé. Mais si on parle de ces chiffres-là, il faut aussi partir d'un autre contexte. Nous sommes en Afrique, dans des pays où les femmes sont mariées extrêmement jeunes. Donc, dès l'âge de 15 ans, elles peuvent se retrouver enceintes. En plus de ça, c'est aussi une région du monde où la contraception soit n'est pas accessible, soit est juste interdite, parce que beaucoup de croyances font que les femmes ne prennent pas de contraception. Donc, nous sommes sur une population de femmes qui, dès leurs 15 ans, jusqu'à plus ou moins la ménopause, vont être de manière très régulière enceintes, donc très à risque par rapport à Ebola virus. Ça, c'est le premier point qui pose problème. Mais la deuxième chose qui se rajoute à ça, c'est que justement dans ces cultures-là, ce sont les femmes qui sont très proches des malades, qui s'occupent des malades et qui s'occupent aussi de tout ce qui est préparation du corps après le décès pour les funérailles et pour tout ce qui est les cérémonies post-mortem. Et donc, autant vous dire que ça a fait beaucoup de dégâts et que le nombre de morts de femmes enceintes, de bébés perdus est juste énorme. Et ça aussi, ça a posé problème parce que dans les essais cliniques qui ont été faits pour justement que le vaccin soit ensuite autorisé,
préciser, les femmes enceintes n'ont pas fait partie de cet essai clinique. On allait jusqu'à même refuser de vacciner les femmes enceintes parce qu'on ne savait pas l'effet de cette vaccination sur la femme et sur l'enfant. Vraiment dans l'éthique, on ne va pas vacciner tant qu'on n'a pas de résultats cliniques. Ça c'est non négociable. Et c'est qu'à partir de 2019 qu'il y a eu des autorisations qui ont été données pour justement venir faire des essais cliniques sur des femmes enceintes pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème et pour autoriser ensuite le vaccin chez cette population-là qui est extrêmement touchée. En plus de ça, eh bien il y a un problème de conflit. Nous sommes dans une région du monde qui est extrêmement en guerre, donc les hôpitaux sont attaqués. Donc quand bien même nous avons de quoi essayer d'arrêter le virus et de sauver les gens, eh ben le contexte fait que c'est extrêmement compliqué. Le vaccin c'est aussi une substance sensible qui deux fois doit être mise au frais pour pouvoir se conserver et fonctionner, et tout ce qui est transport est extrêmement complexe. Bref, tout ça explique aussi l'ampleur de cette épidémie et la complexité de l'épidémie. Il y a une question que j'ai posée justement dans Story, c'était est-ce qu'il y a des risques que ce virus et que l'épidémie telle qu'elle est arrive un jour en France, en Europe et dans nos pays? Eh bien la communauté scientifique répond que non. Pourquoi? Sachant que c'est un virus extrêmement mortel, extrêmement transmissible. Eh bien plusieurs réponses à ça. La première, c'est que on a ce qu'il faut dans nos hôpitaux pour essayer de traiter les symptômes. Même si on n'a pas les traitements, tout ce qui est oxygène, tout ce qui est dialyse, tout ça, on a ce qu'il faut. Donc on peut aider le corps à se battre et la probabilité de survivre grâce à ça est beaucoup plus élevée. On a aussi les vaccins qui sont à notre portée de main, donc ça c'est plus pratique aussi. Et on a la capacité de mettre en place beaucoup plus facilement tout ce qui est quarantaine, tout ce qui est traitement du corps après le décès, parce qu'une fois que ces personnes sont contaminées, c'est vraiment tout un processus qu'il faut mettre en place. En plus de ça, notre traitement d'eau et tout le reste est beaucoup plus développé aussi. Donc la communauté scientifique considère que si vraiment le virus arriverait jusqu'à nous, on arriverait par les moyens technologiques qu'on a de contracter tout ça. Honnêtement, moi je me pose la question de si vraiment faut pas s'en inquiéter ou pas. Mais tout ce que je peux dire, parce que je veux finir sur un point positif, c'est que on peut toujours évoluer, on peut toujours faire avancer les choses. La preuve maintenant, il y a des traitements quand même efficaces qui ont été mis en place. Bref, tout ça pour dire que si c'était simple, ça se saurait, et que dans une épidémie, il y a tellement de choses à voir plus que le virus en lui-même et comment le soigner, c'est d'une complexité énorme et c'est ça qui est extrêmement intéressant selon moi. Moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément et c'est pour ça d'ailleurs que je vous en ai fait cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions ou d'autres même choses à dire que j'ai pas pensé à dire. Bref, sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.